Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Tous démentent. C'est une idée absurde, dit Nicolas Sarkozy. Jean-Louis Borloo parle de manipulation. Après les informations de presse annonçant l'ex-ministre de l'écologie à la tête du groupe Veolia, sur intervention de l'Elysée. Les démentis arrivent en cascade, mais la polémique a permis à l'opposition de dénoncer aujourd'hui les confusions, les arrangements et les compromis du candidat Sarkozy. Réaction à suivre ce soir de notre invité politique, Dominique de Villepin, président de République Solidaire et candidat à la présidentielle. L'écart se resserre entre les deux favoris. Au premier tour, François Hollande obtiendrait 29% des intentions de vote contre 27% pour Nicolas Sarkozy. Selon un sondage Opinionway, le candidat président gagne donc un point. Mais cette première semaine de campagne est-elle réussie pour autant? Analyse à suivre d'Éric Bonnet, directeur d'études BVA Opinion tout à l'heure. C'est un accord pour éviter à la Grèce de sombrer. C'est ainsi que les pays de la zone euro présentent l'aide envisagée. Mais cet argent frais serait placé sur un compte contrôlé par les Européens eux-mêmes. Peut-on parler d'une mise sous tutelle? Le décryptage à suivre de Jean-Louis Gombeau, c'est tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo prendrait la tête du groupe Veolia. Sur intervention de l'Elysée, a révélé dimanche soir le site du quotidien Les Échos. La polémique a enflé toute la journée. La gauche s'est enflammée, dénonçant un marchandage avant que les principaux protagonistes, dont Nicolas Sarkozy, opposent un démenti à cette affaire. Elle les détaille avec Florence Maurice. Le pacte aurait été conclu dans un avion la semaine dernière. Henri Proglio, le patron d'EDF, et l'Elysée se seraient entendus pour évincer Antoine Frérot, l'actuel PDG de Veolia, et imposer à sa place Jean-Louis Borloo. Intérêt pour Nicolas Sarkozy, s'assurer le soutien du populaire leader du parti radical pour la présidentielle. Au passage, le PDG d'EDF se débarrasse de son successeur chez Veolia, dont il a toujours contesté la gestion. À gauche, l'affaire fait bondir. Un petit arrangement entre amis du Fouquet, se dénonce le candidat socialiste. Mais dans quelle république est-on? C'est le candidat des arrangements, des compromis, des confusions? Jamais je ne l'accepterai. Même à droite, la perspective de cette nomination ne fait pas l'unanimité. Un homme politique à la tête d'un groupe industriel chargé d'assurer une mission de service public, le mélange des genres dérange. Les collectivités ont besoin d'avoir une relation de confiance avec le groupe à qui elles délèguent des services. Et donc, on a plus confiance en quelqu'un qui a un peu plus de distance avec la chose politique en général. Si on a quelqu'un d'un parti ou d'un autre, il peut toujours y avoir un petit soupçon, une petite crainte. Pour le moment, tous les intéressés démentent. L'ancien ministre de l'écologie parle de manipulation. Henri Proglio d'un flot de rumeurs politiques. Même Antoine Frérot dénonce une entreprise de déstabilisation. Fin du suspense le 29 février prochain, lors du conseil d'administration de Veolia. Dans l'actualité ce soir, ils ont été accueillis au cri de Fillon. NKM, le Premier ministre et la porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy sont entrés de plein pied ce soir dans la bataille électorale face aux militants UMP réunis à Villebon-sur-Yvette. Les deux ont martelé le même message, la messe n'est jamais dite avant d'être entrée dans l'isoloir. Marie Lebon. Pour la bataille pour le second mandat de Nicolas Sarkozy, les troupes sont en ordre de marche. Ce soir, dans l'Essonne, ils étaient un demi-millier à accueillir et à acclamer le Premier ministre pour son premier meeting. Ce qu'on attend, c'est qu'il nous explique, qu'il nous regonfle, c'est-à-dire qu'il pousse les gens à tout faire. Nous sommes des petits gens, nous collons, nous distribuons, nous tractons. Donc voilà. Tour à tour à la tribune, le duo épingle la campagne du principal adversaire, François Hollande, critique l'archaïsme des socialistes et vante le bilan de leur gouvernement. Je veux vous dire ce soir que je suis bien décidé à aider Nicolas Sarkozy à aller chercher la victoire. Alors que les sondages créditent François Hollande d'un large écart sur le président, Nathalie Kosciusko-Morizet, nouvelle porte-parole, et François Fillon souhaitent rassurer leurs troupes. Cette élection présidentielle, il ne faut donc pas en annoncer les résultats à l'avance. C'est la propriété des Français, de tous les Français. Et pour
ces Français, la messe n'est jamais dite avant d'entrer dans l'isoloir. Même si on va difficile, rarement la messe dans l'isoloir, mais enfin, chacun comprend ce que je veux dire. François Fillon a appelé au vote utile, car pour l'emporter, le parti présidentiel devra rassembler tous les sympathisants de droite, et ce, dès le premier tour. La suite du 22h, nous allons parler à présent de l'écart qui se resserre entre les deux favoris. Au premier tour, François Hollande obtiendrait donc 29% des intentions de vote contre 27% pour Nicolas Sarkozy. Selon un dernier sondage OpinionWay, le candidat président gagne donc un point, mais cette première semaine de campagne est-elle réussie ? Pour autant, on en parle avec Éric Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Directeur d'études BV à Opinion. C'est un début de campagne, Éric Bonnet, pied au plancher. Il y a eu le Figaro Magazine, il y a eu l'intervention et la déclaration sur TF1, Annecy, puis le meeting de Marseille. Est-ce que c'est une entrée en campagne réussie ? Alors pour l'instant, ce qu'on observe dans les sondages, vous venez de le dire effectivement, c'est juste après sa déclaration de candidature sur TF1, on voit une légère hausse de Nicolas Sarkozy au premier tour, un léger tassement de François Hollande et donc un écart qui se réduit un petit peu entre les deux. Le deuxième mouvement qu'on observe, c'est également un écart qui cette fois là par contre s'agrandit entre d'une part François Hollande et Nicolas Sarkozy et d'autre part Marine Le Pen et François Bayrou, puisque Marine Le Pen qui a longtemps stagné autour de 17-18%, la baisse un peu pour se stabiliser autour de 15%, et François Bayrou qui a beaucoup augmenté, qui augmentait régulièrement depuis novembre, là se stabilise et plafonne pour le moment autour de 13. Et puis enfin on a Monsieur Mélenchon qui lui progresse de 7 à 9 ces dernières semaines. Donc voilà où en est le rapport de force politique aujourd'hui. Ensuite évidemment il peut encore très largement évoluer. Un point sur M. Dominique de Villepin qui est notre invité dans quelques instants. Oui, il stagne entre 1 et 2%. Oui, ce n'est pas. Est-ce que cette campagne est plus violente qu'une autre ? Et si tel est le cas, est-ce que l'agressivité des uns ou des autres leur permet de gagner des points ? Je pense que toutes les campagnes sont toujours extrêmement violentes. Je crois qu'en 2007, c'était très violent également contre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. L'antisarkozysme était déjà très présent. L'anti-royalisme était peut-être encore plus fort que l'anti-hollandisme. Je ne parle même pas de Mitterrand-Giscard ou Mitterrand contre Jacques Chirac en 88. C'était également extrêmement dur. On se souvient de la déclaration de candidature de François Mitterrand en 88 qui était encore beaucoup plus violente que celle comme les propos qu'on entend aujourd'hui de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, où il parlait des clics, de l'État RPR, etc. Est-ce qu'il y a un risque ou une chance, ça dépend de quel côté, dans quel camp on parle, que les courbes se croisent au premier tour ? Absolument. D'une part, ça va dépendre du contexte international. Si par exemple Israël attaque Iran, ça peut changer la donne. D'autre part, évidemment, ça va dépendre du succès des stratégies des uns et des autres. La stratégie de Nicolas Sarkozy, soit elle fonctionne, à ce moment-là, il peut par exemple doubler François Hollande au premier tour, soit au contraire elle s'essouffle. À ce moment-là, on peut imaginer aussi qu'il s'écroule complètement et que des courbes se croisent, par exemple avec François Bayrou. Faut se souvenir qu'en 95, Jacques Chirac a doublé Édouard Balladur à la toute fin du mois de février et Lionel Jospin est passé devant, en tête du premier tour, la dernière semaine avant le scrutin. Donc on a vu déjà des campagnes où les courbes bougeaient jusqu'à la dernière minute. L'autre scénario, c'est un scénario comme 2007, où là au contraire, à partir de mi-mars, les rapports de force politique n'évoluaient pas beaucoup. Mais donc tout est possible, ça va dépendre effectivement du succès ou pas de la stratégie de Nicolas Sarkozy qui est assez ambitieuse. C'est pour ça que les campagnes sont intéressantes. Exactement. Merci beaucoup Éric Bonnet, restez avec nous. Autre sujet ce soir, résigné, la Grèce attend toujours à l'heure où l'on se parle le verdict de l'Eurogroupe. Il s'agit d'empêcher ni plus ni moins la faillite du pays et sa sortie de la zone euro. Et les ministres des Finances, vous le voyez sur ces images, en parlent en ce moment même et semblent se diriger vers un accord, à savoir une aide publique de 130 milliards d'euros et 100 milliards d'euros d'effacement de dette. On en parle avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Quelles sont les chances d'aboutir à cet accord ce soir Jean-Louis ? Alors il y a bien deux volets, les 130 milliards d'aides publiques, c'est-à-dire les autres pays membres de la zone euro, et les 100 milliards d'effacement de dette privée. Alors ce volet-là est réglé. Il est de fait réglé et cela ne coûtera pas grand-chose aux banques parce qu'elles se préparent depuis déjà longtemps à déclassifier d'une certaine façon leur dette grecque à l'intérieur de leur bilan. Ça correspond pour elles quand même à un sacrifice de l'ordre de 75% de leur dette vis-à-vis de la Grèce. Rappelez-vous, au début de la crise, on avait parlé d'une décote de 21%, puis on est passé à 50%, et maintenant on arrive à 60%, à 70%. Et depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, elles se sont préparées à ne pas inscrire leur dette au prix qu'elles l'ont payé lors de la contraction de ces dettes au prix de marché, mais en enlevant son truc. Donc il n'y aura pas de changement. Jean-Louis, est-ce que ça va coûter aux contribuables européens et donc français quelque chose? Alors ça, c'est le second volet, les 130 milliards d'aides des autres pays membres de l'Union européenne à la Grèce. Alors ça s'ajoute
aux 110 milliards, parce que c'est pour bien mesurer l'ampleur de l'aide à cette crise grecque, aux 110 milliards qui avaient été contractés dans un premier temps. Alors, dans les 130 milliards, dans les 110 milliards qui ont déjà été versés, il y a 16 milliards d'aides françaises. Alors, pour l'instant, l'aide à la Grèce ne nous a pas coûté un seul centime. Il faut bien comprendre le mécanisme. Nous prêtons à la Grèce à un prix d'amis, de l'argent que nous empruntons à un taux beaucoup plus faible. Donc même quand la Grèce rembourse ce que nous lui prêtons, en fait on gagne de l'argent. Évidemment, ça ne fonctionne que si la Grèce paye. C'est pour ça que les 130 milliards seront mis sous séquestre, afin d'être sûr que ça ne serve pas à la dépense publique à l'intérieur du système grec, mais que ça serve bel et bien au remboursement des prêts qu'on lui accorde à partir d'aujourd'hui. On a raison de parler alors de mise sous tutelle. C'est une mise sous séquestre, et c'est pas une mise sous tutelle de l'ensemble de l'économie grecque et de l'État grec, mais c'est une mise sous tutelle des prêts qu'on lui accorde, donc sur 130 milliards. Oui, effectivement, là, sur ce 130 milliards, il y a une mise sous tutelle. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut dire que la Grèce va s'en sortir? Le but, c'est de ramener la dette grecque par rapport à son PIB, qui est aujourd'hui de 160% du PIB, à 120%, ce qui est déjà considérable. Mais ça, c'est sur le papier. Parce que tout dépend aussi de l'évolution du PIB en question. Si le PIB s'effondre, on va rester à des niveaux stratosphériques. La seule chose qui est sûre, c'est que le 20 mars prochain, la dette doit rembourser 14 milliards d'euros de ses échéances grecques. Elle pourra le faire grâce au volet, aux prêts qu'on lui accorde à partir de ce soir, normalement. Mais le reste, on n'en est pas sûr. Il y a une crise politique, il y a une crise économique, il y a une crise morale, une crise de société en Grèce même, qui ne garantit pas qu'elle soit sortie d'affaire dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Merci Jean-Louis pour cette analyse. Merci aussi Eric Bonnet d'être resté. Restez avec nous, ça va vous intéresser. C'est l'heure de l'interview politique du 22h. Tout de suite, on découvre l'invité ensemble. Invité du 22h de Public Sénat, il est président de République Solidaire et candidat à l'élection présidentielle. Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous la trouvez particulièrement violente, brutale, agressive, cette campagne ? Je suis partagé, je la trouve à la fois à côté de la plaque, c'est-à-dire à côté des Français. C'est les Français qui sont au centre de cette campagne, qui devraient être au centre. Et en même temps, c'est vrai que le ton est en train de rentrer dans un engrenage qui n'est pas de bon augure. Quand la personnalisation est portée à ce point, quand les attaques sont concentrées à ce point, on s'éloigne des vrais débats, des vrais défis. Les Français connaissent les problèmes, ils attendent des solutions. Et malheureusement, on entend plus des noms d'oiseaux que des solutions. Mais personne n'a le monopole de l'agressivité. Il n'y a pas d'un côté, dites-nous, le bon et de l'autre côté, la brute et le méchant. Non. Chacun avance avec son tempérament. La chose est plus directe concernant Nicolas Sarkozy. La chose est plus subtile concernant François Hollande. Mais il n'en reste pas moins que le débat a du mal à décoller. On aimerait que le débat soit porté devant les Français avec des vraies solutions pour l'avenir. Le point de départ me paraît erroné. On ne dit pas à quel point aux Français la situation est difficile. On va en parler. Il y a eu une polémique aujourd'hui. C'est l'hypothèse de l'arrivée de Jean-Louis Borloo à la tête de Veolia sur intervention de l'Élysée. Nicolas Sarkozy dément aujourd'hui, Jean-Louis Borloo également. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Circuler, il n'y a plus rien à voir? Moi, je ne connais pas le fond du dossier. Ce que je peux dire, comme spectateur, c'est que la chose paraît fantasque. Une entreprise privée, une grande entreprise privée dans le domaine de l'environnement, où tout à coup, le président serait écarté pour laisser place à l'ancien ministre de l'Environnement. C'est une construction intellectuelle tellement invraisemblable que j'ai du mal à imaginer qu'elle ait pu germer dans quelques cerveaux que ce soit. Pas seulement spectateur, vous connaissez évidemment bien tous. Pas ces pratiques-là, mais vous connaissez la vie politique et publique. Est-ce qu'il peut y avoir ce genre de